Écoutez aussi Donald Trump sur ça. Parce que est-ce qu'il n'est pas en train d'acter effectivement la mort de l'OTAN aujourd'hui? Écoutez les mots. Je leur ai dit, si vous ne payez pas, nous ne vous défendons pas. J'ai dit ça il y a 7 ans. Grâce à ça, ils ont payé des centaines de milliards de dollars. J'ai dit, si vous ne payez pas vos factures, nous ne vous défendrons pas. Et ça vaut aussi pour l'attaque. Mais s'ils se faisaient attaquer, ils ont dit, est-ce que ça veut dire que vous ne nous défendez pas? Et j'ai dit, est-ce que vous êtes à jour? Ou est-ce que vous êtes en défaut? Ils ont dit, si nous étions en défaut, est-ce que vous le feriez? J'ai dit non, je ne le ferai pas. Et grâce à ça, comme vous le savez, des centaines de milliards de dollars ont été injectés dans l'OTAN. L'OTAN n'existerait plus sans moi. Voilà, on va poursuivre la discussion parce que ça veut dire que aujourd'hui, il acte un peu plus cette mort cérébrale. Est-ce que l'OTAN existera à la fin de son mandat? Parce que là, c'est ce qu'il dit là, ça va à l'inverse de l'esprit de l'OTAN. Normalement, l'OTAN est là pour porter assistance à tous les membres et c'est pas conditionné en fonction de ce que vous versez. Et la question qu'on a voulu savoir, Jade, c'est si jamais on était dépourvu de l'ami américain, est-ce qu'on serait vraiment démunis, nous, Européens? Alors, c'est un article de Bloomberg qui tire la sonnette d'alarme. Et c'est surtout la demi-douzaine de spécialistes, de responsables militaires qui sont interrogés. Le constat est très clair. Les défenses de l'Europe risquent d'échouer en quelques semaines sans le soutien des États-Unis. En cas d'attaque, vous le voyez, les stocks de munitions de l'Europe pourraient s'épuiser en quelques jours et le réarmement prendrait des années. Selon les responsables militaires, qui parlent bien sûr sous couvert d'anonymat, faute de troupes, de défense aérienne et de munitions, les défenses de première ligne de l'Europe ne réussiraient à repousser la Russie que quelques semaines au mieux. Plusieurs lacunes ont été pointées du doigt. D'abord, le manque d'hommes. Sur les 30 dernières années, les principaux États membres ont réduit leurs troupes d'environ 50%, avec aujourd'hui 1 700 000 à peu près militaires actifs. Il manque par exemple 100 000 combattants et techniciens de pointe. Le vieux continent n'a jamais aussi bien porté son nom parce qu'effectivement, on a du matériel vieillissant et ça, les États-Unis comblent ces lacunes actuellement. Deux, le manque de matériel. Un exemple est donné dans Bloomberg. Les États-Unis ont aujourd'hui 17 avions sophistiqués dotés d'équipements qui permettent justement de détecter les radars, les radios, les communications de l'ennemi. Le Royaume-Uni n'en a que 3. Troisième exemple, le manque de logistique. L'Europe pourrait en théorie intervenir pour combler le fossé financier laissé par les États-Unis. Mais le plus grand défi, ce serait de prendre des décisions assez rapidement. On va s'arrêter 1 minute sur ce troisième point. Quand la Russie a lancé son invasion à grande échelle sur Kiev, Kiev a organisé sa défense très rapidement. C'est ça qui lui a permis de repousser la Russie. Est-ce que l'Europe serait capable d'un déploiement similaire? Pas sûr. Bloomberg donne 2 exemples. Les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie utilisent encore des rails à écartement soviétique, ce qui signifie que les trains européens ne peuvent aller que jusqu'à la frontière avec la Pologne. Deuxième exemple, le transport de chars d'un État membre à un autre. Aujourd'hui, certains chars dépassent par exemple la limite de poids autorisée à circuler dans le code de la route d'autres États membres. Je regardais précisément, on doit faire une demande 45 jours à l'avance pour avoir le droit de circuler. Donc, super, en temps de guerre, c'est pas mal les choses, effectivement. Ce sont des considérations qu'on n'a pas forcément en tête, mais qui entravent considérablement la rapidité de prise de décision. Et qui pointe du doigt ce problème? La Cour des comptes européenne, pas plus tard que le mois dernier, dans un rapport extrêmement accablant. L'objectif visant à assurer un déploiement rapide et sans entrave des personnels n'a pas encore été atteint. L'Europe a pour la première fois dans son budget prévu justement une ligne pour toutes les infrastructures et pour uniformiser les infrastructures européennes. Sauf que la Commission européenne n'a pas suffisamment bien évalué la demande et n'a pas débloqué suffisamment d'argent. En l'occurrence, 1,7 milliard d'euros ont été débloqués pour la période 2021-2027. En 2023, tout avait été dépensé. La mobilité militaire est fondamentale pour doter l'Union européenne d'une capacité de défense crédible. Il est grand temps d'en accélérer le rythme, citation de la Cour des comptes européenne. Donc le remplacement de l'ensemble du soutien fourni par les États-Unis, de la logistique au système d'armes, pourrait prendre plus de 5 ans pour l'Union européenne, selon les spécialistes cités dans cet article. Alors ça a peut-être été acté hier, avec tout ce qui s'est passé à Bruxelles. Alors moi, j'apprends des choses, évidemment, sur les chars qui ne seraient trop lourds pour aller, par exemple, en Pologne. Il faudrait faire une demande 45 jours avant, par exemple. Ça, vous connaissiez ces problèmes? Des autorisations, on a été soumis depuis des dizaines d'années à des autorisations successives et de plus en plus complexes, simplement parce que l'Europe a décidé,
de manière idéologique, à partir de la chute du mur de Berlin, que la guerre ne serait plus possible. Donc on fait plus la guerre, on fait la paix, on fait du commerce. Et surtout, tout ce qui était fait pour préparer la guerre avant, à l'époque de la guerre froide, a été petit à petit enlevé, parce qu'on dit, non, ça sert plus à rien. Les normes sur les ponts, le tonnage, ceci, cela, on fait plus. Rappelez-vous, on le dit régulièrement, que nos chars qui devaient rejoindre la Roumanie en 2022 devaient prendre la route, pas des porte-chars, mais que ça n'a pas été possible justement par les règles routières en vigueur en Allemagne. Donc on a pris la voie ferrée. Et ce que disait, pardon d'avancer, mais et autre chose que disait Jade, c'est-à-dire dans notre stock de munitions, si jamais on était attaqué, on aurait pour quelques semaines, 3 semaines peut-être. Oui, mais pour des raisons assez simples, à la limite presque financières. D'abord, comme on ne va pas faire la guerre, pourquoi avoir de grands stocks de munitions? 2, la guerre qu'on a envisagée n'est pas la guerre en Ukraine. Nous, c'était le Sahel. Donc, c'est quelques obus, ou l'Afghanistan, c'est pas des milliers d'obus. Donc, comme ça a un coût, comme on ne va pas faire une grande guerre, finalement, on n'a pas besoin d'avoir des stocks importants. Et là, on redécouvre l'importance des stocks, l'importance aussi d'être capable de fabriquer nos propres munitions, ce qui avait quand même aussi été expatrié en quelque sorte, en disant c'est pas bien de le faire chez nous. Et puis l'Union européenne, moi, je veux bien que la Cour des comptes européenne fasse un grand rapport découvrant aujourd'hui ce qu'on sait depuis pas mal de temps. Enfin, rappelons-nous aussi qu'il y a un certain nombre de normes qui ont été mises en place par l'Union européenne et la Commission européenne, notamment parlons du financement des entreprises d'armement. C'était pas bien, encore il n'y a pas si longtemps. Alors hier, il y a eu la proposition, pas la décision, par von der Leyen de dire oui, nous allons remettre en cause et permettre le financement officiel des entreprises d'armement. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a une idéologie derrière. Et ça, il faut quand même bien l'admettre. Idéologie, la guerre n'est pas possible, on ne la fera plus jamais. Nous sommes des peuples pacifiques et nous sommes là pour propager la paix. Après, oui, non, mais d'accord. Alors vous êtes un militaire, on se souvient effectivement de l'état d'esprit à la fin des années 90. Malgré toutes les mises en garde des états-majors, parce que tous les généraux dans différents pays l'ont évoqué. Et je finirai sur un seul petit point. Comment peut-on comprendre qu'à la tête d'un état-major de l'Union européenne qui existe, si vous ne le saviez pas, il y a un état-major qui existe, on met un directeur et pas un général. C'est un général de fait, mais surtout il ne faut pas l'appeler général, on l'appelle directeur, c'est beaucoup mieux. Ah, d'accord.